cette saison, des oiseaux blancs survolent la mer et filent vers le sud. Nous sommes fin septembre. Le Tamil Nadu, écrasé de chaleur, attend la mousson. Fatigué, les yeux cernés, transpirant, tout le monde se met un peu à ressembler aux méchants d'un film tamoul préparant un mauvais coup. À force d'espérer, les premières averses se sont manifestées. Un vrai plaisir. Mais nous ne sommes pas les seuls à attendre la pluie. Hier soir, sans crier gare, des milliers de termites volants ont envahi la terrasse. Trop à l'étroit dans leur termitière, une nuée de rennes et leurs congénères masculins, profitant de la terre ramollie, sont sortis sans retenue de leur trou, pour aller ensemble créer de nouvelles galeries souterraines. Je me suis calfeutré derrière les moustiquaires et j'ai regardé, hypnotisé, l'élégance des rondes et leur mystérieuse précision. Ce matin, l'air est encore rempli du grouillement des insectes. Ça volette dans tous les coins. Ces vols sont une manière d'éviter la concurrence entre les termitières. La nature a trouvé comme stratagème d'inhiber les pulsions sexuelles des termites dès leur sortie au grand jour. Ce n'est qu'après un premier décollage, qui va définitivement les éloigner de la termitière d'origine, que ces petites bêtes, lors de l'atterrissage, vont perdre leurs ailes et en même temps leurs inhibitions. Au passage, elles sont un régal pour nombre de prédateurs. Et je rajouterai, pour l'avoir testé, que grillées, elles ne sont pas si mauvaises. Mais, laissant là ma petite marotte pour les bestioles, je file vers le taxi qui m'attend, direction l'aéroport de Chennai. Je pars dans le Gujarat, vers ces mystérieuses tribus de nomades qui un jour ont elles aussi migré et se sont installées dans le Kutch. À peine quelques heures après mon départ, me voici propulsé sur les routes du Kutch. Un peu ahuri par la brutalité du changement, je regarde défiler ce nouveau paysage qui prend parfois des allures de Far West. Nous sommes dans le Gujarat, plus précisément dans cette curieuse région cernée par les déserts et qui s'appelle le Kutch. Coincé à l'extrême nord-ouest de l'Inde, le Kutch est limité à l'ouest par la mer d'Oman. Au nord, c'est le Pakistan, dont il est séparé par le grand Rann de Kutch. 50 km de désert transformés en une impressionnante étendue de sel. Une mer figée, sans vie à perte de vue. Là-bas, vers le sud, c'est le petit Rann de Kutch. Encore un désert salé,
pourtant peuplée de troupeaux d'ânes sauvages, couleur de sable. Au nord-est, on trouve le Rajasthan. J'ai été accueilli par l'équipe d'une petite ONG qui se nomme Kala Raksha. Leur vocation est de préserver les arts et l'artisanat local. Cette région est encore peu développée, mais la pression économique commence à faire des ravages. Il devient urgent, sous peine de leur disparition, d'essayer d'adapter les anciennes cultures, le savoir-faire, à l'intrusion massive, même dans ces coins reculés, de ce que nous appelons la mondialisation. D'abord, ce sont ces grandes étendues qui surprennent. Un paysage plutôt hostile. Des horizons à perte de vue, peuplés d'hommes enturbanés avec d'énormes boucles d'oreilles. Et la silhouette voilée des femmes sous le soleil. Une terre hérissée d'épineux et de touffes de cactus, écrasée de chaleur le jour, pouvant être très froide la nuit, et peuplée de troupeaux de vaches, chèvres, moutons ou dromadaires. Une terre sèche 10 mois sur 12. Le reste du temps, submergée par les pluies torrentielles de la mousson, qui creusent des canyons, coupent les routes, isolent les villages, mais qui tapissent la terre pour quelque temps d'un large tapis d'herbe. Un surprenant vert tendre dans ce paysage et un avantage inespéré pour les nombreux troupeaux qui représentent la principale ressource de toutes les tribus nomades qui peuplent cette région semi-désertique. Arrivé dans le petit village de Soumrazar, je rencontre Judy Frater. Pour les gens d'ici, c'est Judy Ben, une Américaine qui vit en Inde depuis une trentaine d'années. Autant dire, une véritable Indienne. Elle est à l'origine de Kala Raksha. The first time I came to Kutch was in 1970, and I came as a student. And then after that, I was intrigued by the traditional arts and the sort of original culture that was still intact here. The name Kala Raksha means art preservation, and we named our organization that because from the beginning we've been concerned with the preservation of the art of craft. We actually started work in 1990, and we founded the organization in 1993. Le Kutch comporte un nombre impressionnant d'artisans. La broderie en est une des pièces maîtresses. Véritable œuvre d'art au style varié, les broderies sont exécutées par les femmes des différentes tribus de nomades qui, au fil des années, se sont installées ici. Pour ces communautés, la broderie est une activité ancestrale. N'ayant pas de langage écrit, les femmes se sont servies de cette expression comme support de leur histoire. Chaque tissu brodé est la marque de la tribu. Il signifie la caste, la religion, le statut marital ou même le nombre d'enfants. Le vêtement devient un livre ouvert à travers lequel elles peuvent immédiatement s'identifier lors d'une première rencontre. De plus, historiennes de leur communauté, à travers leur travail et selon le style, elles témoignent du rapport entre les clans, des changements culturels ou d'environnement. La disparition de cette culture serait équivalente à la perte d'un langage.
Aujourd'hui encore, pendant que les hommes s'occupent des troupeaux, les femmes restent au village et se livrent toujours à leur passion. Il y a une vingtaine de tribus différentes dans le Kutch. Pour en citer quelques-unes, on trouve les Rabaris, sans doute les plus nombreux. Hindous, un air austère assez impressionnant, de grandes capes noires en laine qui couvrent les femmes de la tête aux pieds, mais qui derrière cette apparente sévérité ont du mal à dissimuler la sensualité des deux nus. Hommes, femmes et enfants portent de grosses boucles d'oreilles en or. Ensuite, il y a les Jats, des musulmans, avec des femmes particulièrement belles et d'allure moderne. Elles portent souvent un corsage brodé, parsemé de petits losanges multicolores, ainsi que de gros colliers de boules d'or. Il y a aussi les tribus de Megvar avec leurs grandes blouses, tout un délire de couleurs, de figures géométriques et de miroirs. Elles portent d'énormes colliers au design extrêmement moderne et une impressionnante collection de bracelets blancs qui entourent les bras. Mais on retrouve aussi ces bracelets chez d'autres tribus, notamment chez les Soufs, dont les femmes ont la tête couverte de grands voiles transparents, sans doute pour mieux voir à travers, puisque la tradition veut qu'elles se voilent devant les hommes de la famille de leur mari. Si les motifs traditionnels varient en fonction des communautés, ils ont toujours une très forte personnalité. Et leur graphisme nous rappelle encore une fois les liens qui se sont tissés partout dans le monde entre l'art tribal et l'art contemporain. Hindouistes ou musulmans, ces nomades sont arrivés du Baloutchistan, du Pakistan, du Sindh ou du Rajasthan, à la recherche de nouveaux pâturages, mais aussi pour fuir les guerres. La partition entre l'Inde et le Pakistan en 1947 et ses terribles conséquences, ou la guerre indo-pakistanaise de 1971. Beaucoup d'hindous, mais aussi des musulmans habitant le Sindh, ont alors migré vers l'Inde. Dans l'ensemble, ces tribus se sont peu à peu sédentarisées. Aujourd'hui, elles font face à une autre sorte de guerre, celle du monde moderne. Attachés à leur mode de vie, leurs traditions et leur culture, ces gens sont à la recherche des moyens qui leur permettent tout simplement de vivre. Et Dieu sait qu'ils se contentent de peu. Most of the attempts at working with craft are product-oriented rather than process-oriented, and they forget the artisan. The artisan becomes a set of hands to do work rather than a person that has a mind and a sensibility, a sense of aesthetic, the sense of satisfaction of creating something. We felt that if we don't think that more broadly about the art of craft, pretty soon there won't be any craft, or there'll be very lifeless sort of craft. And so we wanted to, before it's too late, while there still are, to engage the artisan in all aspects. We wanted them to be more involved in the decision making. En ce troisième millénaire, sérieusement bancal, se promener en Inde reste une expérience infiniment enrichissante. On y croise une pluralité de populations, de langues, de religions et de cultures qui font toute la complexité de ce pays, mais aussi toute sa richesse. Elle atteste, s'il en était besoin, du bien fondé de la diversité sur notre planète.
Les Kouchi ne font pas exception à la règle. De village en village, je les découvre peu à peu. C'est chaque fois de nouvelles trouvailles. Un clan, une famille, un petit univers. Ici, j'arrive chez des tisserands qui nous accueillent avec des chansons. Plus loin, presque en plein désert, on sculpte le bois. Après, je découvre des potiers avec des poteries comme je les aime. Des formes simples et peintes selon la tradition du coin. Et puis, quelques kilomètres encore, et c'est une autre tribu, un autre village. Ici, ils sculptent des ustensiles en bois et utilisent une technique de peinture assez originale. Il y a aussi les artisans experts dans les teintures, de très anciennes traditions maîtrisées par des communautés musulmanes et soigneusement transmises de père en fils. J'apprends ici que le mot bandana viendrait des bandani, nom donné à ces teintures qui se font en nouant les tissus et qui remonteraient à la civilisation de l'Indus Valley, il y a quelques 5000 ans. Un autre lieu incroyable enfoui dans ce désert. Une famille de musulmans qui tient une petite fabrique exportant dans le monde entier des tissus imprimés à l'aide de tampons de bois sculptés. Dans la cour, on prépare le tissu. Il est teint avec des couleurs naturelles comme l'indigo, ce fameux bleu extrait de la plante du même nom. Vieille tradition indienne, il n'y aurait plus que 2 ou 3 endroits au monde où l'on cultive et récolte l'indigo. L'Inde colonisée fut un grand centre de la culture et de l'extraction de l'indigo. Industrie que les Anglais ont très largement exploitée, avant que les laboratoires européens, au début du siècle, ne trouvent une chimie de remplacement, moins chère mais plus polluante, ce qui eut comme conséquence de ruiner et affamer un grand nombre de petits paysans indiens. Mais retournons dans le Kutch, où le patron de la fabrique familiale, Ismaël Mohamed Khatri, me fait visiter ses ateliers. Everybody recognizes that in contemporary situation, there's a new market that has new needs, and the traditional art can't always reach it. So the quick and conventional solution is design intervention. That means bring in a professional designer who says, I know, and you don't. I'll tell you what to do, you just do it. And of course it works. It's quick and it's effective, but what happens in the process is that the artisan becomes a laborer. And that's problematic for 2 reasons. One, it's not satisfying anymore. You might as well dig ditches and you can get more money doing it, unfortunately. That's the hard truth. And the other thing, that's the other part. The other part is the money.
So when you're all this is production oriented, it's industry oriented, it's based on the factory model, which is good in a way. It means efficiency. But the faster, more efficient it is, the cheaper it is, right? So therefore the artisan loses out a second time. They don't get the satisfaction, they don't get the money. Why would they do it? Cette région est étendue, assez peu peuplée, et les villages dispersés sur des kilomètres. Alors patient, calé au fond de la Jeep, suivant docilement l'équipe de Kalaraksha, je me contente de regarder le paysage en comptant les moutons. Au programme, ces matinées dans une tribu de Jat. Arrivé au village des Jat, surprise, il est entièrement en béton. On m'explique que, détruit par le tremblement de terre de 2001, il a été complètement reconstruit. L'immigration de cette tribu remonte à environ 500 ans. Les Jat vivaient alors dans le Halab, aujourd'hui le Baloutchistan. Simple berger, ils ne possédaient pas de terre et sous la pression des propriétaires terriens, ils durent s'exiler. Exode qui les mena jusqu'au Sindh. Puis, traversant le Rann de Kutch, les 50 km de désert de sel, ils arrivèrent ici. Même divisés en plusieurs communautés, les Jat ont une forte conscience de leur identité et ils ont toujours partagé leurs traditions. Ils croient fermement en un ancêtre commun. Musulmans sunnites, ils ne se marient jamais en dehors de leur communauté. Élégantes, les femmes ont une production de broderie recherchée. Leurs blouses, le chouri, sont exemplaires. Leurs couleurs et motifs communiquent l'âge, le statut marital et l'origine géographique. Malgré la chaleur, nous reprenons la route pour rejoindre un village du clan des Rabari, tribu qui peuple le Gujarat et le Rajasthan. Considérés comme parents des Tziganes, les Rabari restent assez mystérieux. Leur style de vie est très différent des autres tribus. Ils ont migré à travers le désert du Thar. Certains spécialistes pensent qu'ils viendraient d'Afghanistan. Nomades ou semi-nomades, ils se répartissent en de multiples sous-groupes. Car quand la communauté grandit trop et que l'environnement ne peut plus subvenir à ses besoins, le groupe se divise et migre vers une autre région. Hindous, ils ont une foi aveugle en la religion. Ce sont des amoureux de la nature et ne faisant pas confiance à la médecine conventionnelle, ils utilisent seulement la médecine ayurvédique. Dans le passé, leur spécialité était les dromadaires. Aujourd'hui, reconvertis dans la chèvre et le mouton, ils ne possèdent plus que quelques dromadaires par groupe. Nous voici à Tundavand, un village rabari assez ancien qui a eu la chance d'être épargné par le dernier tremblement de terre. Son architecture est à peu près intacte. Également, son mode de vie, qui est longtemps resté dans la plus pure tradition rabari. Ce qui voulait dire en clair, pas d'électricité, pas de pétrole, et les maisons permanentes en dur interdites. Cela par la déesse du village, qui s'appelle Vankolmata. Aujourd'hui, il y a bien sûr quelques dérogations. Installés dans un paysage aride,
ce petit hameau est composé d'environ 200 maisons. Ces maisons à l'architecture traditionnelle s'appellent des bungos. Construits par les Rabaris eux-mêmes, les bungos sont essentiellement fabriqués de terre et de bouse de vache. Les pierres et le bois sont rares dans le coin. Mais le plus étonnant se trouve à l'intérieur de ces maisons. En y pénétrant, c'est tout l'univers de ces femmes qui se révèle soudain et une part de leur mystère. Ici, vous êtes dans une sorte de cocon rassurant. Rudimentaire, certes, mais quel raffinement. Des murs, des meubles patiemment sculptés, avec un mélange de terre et de bouse de vache, peints et incrustés de miroirs. L'agencement de ces maisons me semble en totale continuité avec leur broderie. Même type d'imagination, même goût obsessionnel du détail, même utilisation des miroirs et des patterns, même souci d'un ordre décoratif qui semblerait aller jusqu'à la maniaquerie, s'il n'appartenait à une véritable démarche, lui conférant toute sa dimension artistique. Cette étrange continuité qui se manifeste à travers une expression, quand elle n'est pas pervertie par un marché, m'a toujours épaté. Elle envahit tout l'univers des créateurs et semble vouloir se manifester à la moindre occasion, sur n'importe quel support, à travers n'importe quel média. Là-dedans, nous mettons des graines. Là, c'est un placard où l'on met différentes choses. Et ça ferme à clé. Et ça, on l'appelle kundi. Ici, ce sont les pieds, avec des bracelets de cheville. Ces bracelets de cheville, ce sont les salas. Ce sont ceux que l'on porte. Ça, ce sont des fleurs. Ici, des tournesols. Là, c'est comme un château fort avec des fortifications. Et là, c'est des oiseaux, un paon, un éventail. Et là, encore un paon. Mais ce monde fait déjà partie du passé. Très peu de maisons traditionnelles ont résisté au terrible tremblement de terre de février 2001. L'épicentre se trouvait ici, dans le Kutch. Près de 800 villages ont été touchés et environ 400 complètement détruits, touchant 16 millions de personnes. Il y eut près de 25 000 morts et 70 000 blessés. L'UNICEF estime que 5 millions d'enfants ont été directement touchés par la perte de leur famille, de leur maison ou de leur école. Plusieurs grandes villes, comme Butch, ont également été dévastées. Cette catastrophe a engendré une grande solidarité internationale. Mais comme souvent, si l'aide de première urgence est exemplaire, la réhabilitation et la reconstruction ne se font pas aussi facilement. On a bien vu quelques tentatives d'architecture s'inspirant de styles traditionnels, mais trop souvent, les villages détruits ont laissé place au béton et à l'éternelle vision primaire du cube. Aujourd'hui, on peut cependant constater qu'en dépit de leur manque d'exotisme, les maisons en dur sont malgré tout plus appréciées par les villageois que les maisons en bouse de vache. The earthquake changed many things in Kutch. First of all, Kutch was a quiet, sort of isolated place, and it became a big center on the world map. This was the first major disaster in India which allowed so much foreign aid to come in. And I think everyone, including the government, was completely overwhelmed by how much came in. And money came in, and like huge amounts of money. People came in with their own ideas, and it was just kind of like a free-for-all, in my opinion.
Everybody wanted to come in and do their own type of architecture. And I think sadly, once again, the local people were kind of left out. Nobody really asked them what they would like. They said, here's the house we're building you. And of course, in such a situation, people weren't in a position to stand up and say, actually, that's not what we want. This is what we want. So houses were made with very little regard for the local lifestyle. And fortunately, people are very resilient, and they take the little god-awful cement boxes and finally personalize them after years. Après le désert et les villages, retour à la ville et à un semblant de civilisation. Et après les boîtes en béton, une bonbonnière. Heureusement pour nous, les dieux sont toujours partout. Ici où coexistent beaucoup de religions, il est incontournable d'aller visiter un temple jaïn. Celui-là est au centre de Bhuj. Le jaïnisme est né dans le Gujarat. Il a son prophète, le Mahavira, contemporain du Bouddha et relativement proche de sa doctrine. Stricts végétariens, les jaïns respectent toute vie. Ils vont même jusqu'à porter un foulard devant la bouche, de peur de risquer d'avaler un insecte. Mais est-ce pour ne pas tuer ou pour ne pas manger de la viande? Les voyages leur étant interdits et peu enclins au prosélytisme, les jaïns sont restés une petite communauté localisée en Inde, où ils sont connus pour être de très habiles commerçants. Un peu à l'aventure, je flâne dans la ville. Je m'attarde sur les scènes de rue, inévitablement pleines de bruit, de klaxons, de vaches plutôt bienveillantes plantées presque toujours au milieu de la route. Pas mal de monde aussi, mais rien de comparable avec les villes tentaculaires indiennes. Et comme toujours, quel plaisir, plein de sourires. Au milieu de la ville, il y a un grand lac, où les enfants apprennent à nager avec un style de bouée que je n'avais encore jamais vu. Sans doute une application du principe « quand on n'a pas d'argent, on se débrouille ». Quant à lui, c'est un taureau dont je ne connais pas les idées, et j'estime qu'il vient voir d'un peu trop près ma caméra. Aujourd'hui, dans la voiture, il y a une femme. Nous allons la déposer dans son village. Prakash Bhai, le chef exécutif de Kalaraksha, doit récupérer du travail commandé pour la boutique. Cette femme est une Megvar, tribu dont les hommes travaillent le cuir, activité impure et à cause de cela, considérée comme Harijan par les autres castes hindoues. Harijan veut dire « enfant de Dieu ». C'est Gandhi qui appela ainsi les intouchables, concept aujourd'hui banni en Inde, mais qui persiste dans les faits. Nous arrivons dans un très petit hameau. En général, les Megvar vivent regroupés, mais à l'extérieur des villages. Toujours cette condition d'Harijan qui persiste. Cette tribu a migré du Rajasthan vers le Kutch et a beaucoup en commun avec ses voisins musulmans, les Moudva ou les Jats, qui, contrairement aux hindous, les ont toujours regardés comme des égaux. L'interaction entre les deux communautés a produit une fusion culturelle intéressante, chacun s'inspirant et adaptant dans leur broderie la tradition des autres. Et puis, la route. Encore ces horizons, ces troupeaux, ces buissons épineux qui n'en finissent plus. Pourtant, je ne me lasse pas. Nous allons vers une autre communauté Megvar, plus importante, me dit-on. Au village, une nuée de moineaux effarouchés m'accueille. Ma peau blanche de Velakara intrigue, c'est sûr. Partout, c'est sauf qui peut.
Heureusement, jamais pour bien longtemps. Curieuses comme des pies, toutes ces filles vont revenir petit à petit. Jouant avec moi, je me cache, mais je te souris quand même. L'équipe de Kala-Raksha gère ses affaires avec les brodeuses. Il y a du travail à vérifier, de l'argent à donner, des reçus à signer, du sérieux quoi. J'ignore ce qu'ils se disent, mais c'est toujours très très long. Pour passer le temps, je me promène dans la cour et les bâtiments alentours. Les filles commencent à s'apprivoiser, et même à franchement rigoler. Dans une petite dépendance, je découvre des hommes qui jouent aux cartes. Imperturbables, concentrés, ils font comme si je n'existais pas. Alors, je retourne vers le monde des jeunes filles. C'est beaucoup plus drôle. Et comme toutes les adolescentes, de toute culture et sous toute latitude, elles deviennent provocantes et aguicheuses. Et minaudent taquinent mieux devant la caméra. Mais la journée n'est pas terminée. Sur le chemin du retour, il y a toujours un endroit pour prendre le thé. En Inde, j'ai pris l'habitude d'attendre. Mais ici, je pense battre tous les records. Enfin, nous nous arrêtons chez une famille de musulmans, peintres paraît-il. En matière de peinture, je crains toujours le pire. Mais surprise. D'abord, la technique employée est absolument incroyable. À partir de graines végétales trouvées dans la forêt, l'artiste fabrique une gomme très élastique qu'il conserve dans l'eau. Cette gomme est ensuite mélangée à des pigments naturels, broyés maison. Muni d'un bâtonnet, le peintre dépose cette préparation de gomme et de pigments sur un tissu. Le dessin se fait par un geste précis et continu à main levée, ne laissant aucune place au moindre repentir. Ensuite, le motif est transféré sur l'autre moitié du tissu. Le résultat, une suite de peintures géométriques incroyablement minutieuses. Mandala, diagramme ou arbre de vie. La broderie est un bien facilement transportable. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles elle a persisté et s'est ainsi développée dans ces tribus de nomades. Mais elle n'était pas du tout conçue à des fins commerciales. Les tissus brodés étaient jalousement gardés dans le clan. Les femmes, gardiennes du temple, évitaient même de montrer leurs œuvres à des étrangers, de peur qu'ils essaient de les acheter. Non, elles servaient exclusivement à l'intérieur de la tribu. Monnaie d'échange, surtout pour les dots, mais cadeaux aussi, qui créent les liens essentiels dans la communauté. Si les vêtements symbolisent le statut de l'individu, la broderie a toujours été la marque forte de l'identité de ces femmes. Leur créativité se manifestant au jour le jour, à travers vêtements, blouses, capes, accessoires vestimentaires ou éléments décoratifs pour la maison. द्वादश ज्योतिर्लिङ्गानि श्रीगणेशाय नमः सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम्. Ces filles ont commencé très jeunes.
Souvent, dès l'âge de 7 ans, elles brodaient elles-mêmes leurs vêtements et s'attelaient à la préparation de leur dot. Adolescentes, elles allaient s'asseoir avec leur mère et ses amis pour coudre et papoter. Il n'y avait alors pas d'école, ou si peu. Mais elles travaillaient, comme si elles étaient en classe, avec l'intention d'apprendre tous les secrets qui composent le style personnel de la tribu. Pour les Rabaris, ce sont des bordures géométriques avec des motifs qui représentent perroquets, paons, tortues, scorpions, arbres ou figures abstraites. Les filles se familiarisaient aussi à l'apprentissage des couleurs, toujours très caractéristiques. Des contours brodés en blanc, en alternance avec du safran. L'ensemble formant une grammaire solide permettant aux compositions de rester très libres. Car les brodeuses ne dessinent jamais préalablement. Elles travaillent directement avec leur fil sur les tissus et laissent aller leur imagination en juxtaposant leurs patterns. Vous faites un dessin avant de commencer? Non, on travaille directement. On coud de telle façon que le fil va où il doit aller. Il suit son chemin. Ça, c'est une broderie traditionnelle. Mais pour ça, vous avez fait un dessin? Non. Alors, vous pouvez m'expliquer comment vous l'avez brodé? Bon, d'abord, vous voyez, j'ai fait une tortue, comme ceci. Et là, j'ai fait sa queue. Ensuite, j'ai fait le centre. Autour, j'ai brodé cette forme de chaîne en verre. Ensuite, j'ai placé une formation de miroir. Enfin, j'ai fait cette broderie tout autour, ce demi-cercle jaune. On l'a remarqué, dans ce pays, il y a des artisans dans tous les coins. Et comme tout le monde se connaît, nous voici à nouveau installés pour boire un thé. Ici, c'est chez un fabricant de clochettes qui nous fait un concert de cloches agrémenté de guimbardes. Demain, jour anniversaire de Krishna. Beaucoup de Rabaris ne célèbrent leur mariage que ce jour-là. Cet anniversaire arrive juste après la mousson. Il marque la fin des transhumances, le retour des hommes au village. Krishna est un dieu très puissant, très populaire. Il a de multiples visages, mais il est couramment représenté jouant de la flûte, avec à ses côtés une vache et de jeunes bergères très admiratrices, les gopis. Pour les gardiens de troupeau, c'est le dieu principal. Et c'est sous sa protection que les mariages se font. Comme partout dans le monde, un mariage, c'est une grande fête. Ici, c'est aussi un moment fondamental dans la vie des tribus. Ciment entre villages, occasion de resserrer les liens ou renouer ceux qui se sont rompus. Moment privilégié pour le rapprochement des hommes, éloignés de la communauté à cause de leur travail. Un mariage rabari, c'est aussi une suite de rituels symboliques dans lesquels la broderie joue un rôle important. Le jeune marié se retrouve paré, enveloppé par une multitude de tissus somptueux qui ont souvent demandé des années de travail.
Pour préparer son mariage, la future mariée a brodé elle-même sa dot. Parfois, ça lui a pris des années. En plus des vêtements, il y a un set de 5 pièces, appelé le torrent, pour décorer la maison. Si les jeunes filles brodent leurs propres vêtements, il faut aussi des parures pour les enfants. Surtout les petites filles, qui d'habitude, habillées en princesses, se trouvent ce jour-là transformées en reines. L'après-mariage, comme chez nous, est prétexte à ripaille, avec en supplément un badigeonnage amical de pigments rouges sur les beaux habits blancs. Mais tout n'est pas si rose dans la vie des tribus. Les 2 dernières décennies ont amené de gros bouleversements dans l'économie des villages et les habitudes de consommation. L'augmentation du coût de la vie, l'attrait des villes et de leurs mirages. Progressivement, le mot « gagner sa vie » a remplacé, même ici, la grande liberté d'une vie au jour le jour. Pour compenser les maigres ressources de la vente du lait et de la laine, les femmes ont commencé à vendre des vieilles pièces. Mais il fallait encore plus d'argent. Alors, les brodeuses traditionnelles ont été travaillées dans les champs, ou comme cantonnières. Mais du coup, elles n'avaient plus le temps de broder. Le temps, comme partout, était devenu le maître. Dans chaque communauté, les compétences étaient en train de se perdre. Il devenait urgent de trouver un moyen d'adapter l'art de ces femmes à des produits artisanaux qui leur permettent des revenus, mais sans qu'elles y perdent leur âme. Pour faire face aux problèmes économiques, il y eut d'abord une véritable révolution chez les Débarrières à Bari. C'était en 1995. Les dots étaient devenus le jeu d'une véritable compétition. Les filles se lançaient dans l'élaboration de pièces de plus en plus sophistiquées. Si bien que les broderies pour la belle famille n'étaient finies que lorsqu'elles avaient plus d'une trentaine d'années. Ça revenait beaucoup trop cher au village. Alors, un groupe d'anciens, le NAT, les hommes qui font les lois de la communauté, limitèrent la fabrication et l'utilisation des broderies traditionnelles sous peine d'amende. Au début, les femmes se rebellèrent. Elles ignorèrent le diktat du NAT. Mais les amendes étaient lourdes et il y eut rapidement des conflits dans les familles. Finalement, tout en gardant l'esprit de leur travail traditionnel, elles mirent au point une nouvelle technique, plus rapide, plus efficace, le harijari. Mais encore fallait-il adapter ces nouvelles techniques de broderie au marché. Les femmes avaient une totale ignorance des applications possibles de leur travail. Par exemple, un set de table ou des coussins brodés était pour elles une totale abstraction. Certaines femmes, comme Pabi Ben, ont vite compris le problème et sont devenues leaders dans leur village. Débarrières à Bari, elle a suivi ses parents dans leur vie de nomade jusqu'à l'âge de 4 ans. Et puis, son père est mort mystérieusement dans le désert. Alors, ils se sont fixés dans ce village qui s'appelle Kouketzar. Pabi Ben travaille en étroite collaboration avec Kala Raksha. Elle sait ce que représente le nouveau marché, alors elle conseille et dirige les autres femmes. Par exemple, cette fleur. Combien tu prendras de temps pour la faire en fonction de son prix de vente? Quelle couleur plaira et quelle couleur ne plaira pas? Et quel sera son prix? On choisit ces couleurs par rapport à ce que l'on aime, mais aussi par rapport à combien on nous paye. Si tu sais lire, tu peux regarder le prix écrit. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'éducation. Si tu apprends un peu, tu peux le savoir. Tu
Tu vois, avant, nous avons beaucoup travaillé, mais il n'y avait pas de reconnaissance. Maintenant, quand tu travailles, il faut que ton travail te rapporte. Pendant ce temps-là, sur la terrasse, j'ai droit à un numéro de cabotinage et à une petite chanson. I think actually the village people here do know what they have. They know that their life is complete in a way. They may be poor, and I'm not saying that there's any glory in poverty, but at least when those basic needs are met, there's a lot of satisfaction in having a village where you know everybody, where everybody's related to you, where you can walk around with no even experience of anxiety or fear. How precious is that? Je laisse à Judy Ben le mot de la fin. Message simple que j'ai souvent ressenti à travers mes voyages. Profitant d'un dernier passage chez les Jat, je vais m'asseoir près du réservoir pour regarder cette inlassable corvée d'eau faite avec le sourire.